Le doute n'a pas sa place. Steady 5000 feet, routine northeast. 5014, 5000. Chaque jour, 10 000 à 15 000 avions présents dans le ciel français sont suivis par des opérateurs. Ces sentinelles du ciel protègent notre espace aérien des dangers qui nous menacent. Septembre 2001. Des terroristes ébranlent la puissance américaine. Le détournement d'avions civils à des fins d'armes de destruction massive marque ainsi une rupture à l'échelle mondiale. Le monde entier doit s'adapter. La France, l'un des pays les plus survolés au monde, n'a pas attendu ce tragique événement pour protéger son espace aérien. Mais face à la menace terroriste persistante, des mesures exceptionnelles ont été mises en place. Le dispositif Vigipirate a été relevé au niveau alerte attentat. Les grandes manifestations sportives sont sous haute surveillance. Les centrales nucléaires, les sites industriels à risque classés Seveso, les terrains militaires sont interdits de survol. Le quartier de la Défense, avec plus de 3000 entreprises et 180 000 personnes qui y travaillent chaque jour, est une cible de choix pour les terroristes. L'armée de l'air doit assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la sécurité de l'espace aérien national. En moyenne, nous intervenons 200 fois par an. Par exemple, l'an passé, il y a eu environ 70 décollages sur alerte d'avions de chasse et 140 décollages sur alerte d'hélicoptères. Il s'agit d'intervenir sur des aéronefs en infraction, des aéronefs suspects ou des aéronefs en difficulté. Dans tous les cas, il s'agit soit de sauver des vies, soit de déclencher des procédures judiciaires qui conduisent à des contraventions. En tout état de cause, la mission est bien celle de protéger les Français contre toute menace venue des airs. Compte tenu du contexte sécuritaire, de nombreux grands événements comme la COP21, le Salon du Bourget, le 14 juillet ou l'Eurofoot 2016 bénéficient d'un renforcement de la posture permanente de sûreté aérienne afin de limiter les risques au maximum. Nous allons vous faire découvrir l'un des sites militaires les plus secrets de France. La base 942 accueille le Centre national des opérations aériennes ou encore l'un des 3 centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air. Ici, l'armée de l'air planifie et conduit toutes les missions aériennes projetées depuis le territoire national. Surveillance du ciel français ou les opérations extérieures comme Chamal au Moyen-Orient et Barkhane au Sahel. La base 942 peut compter sur un réseau d'une vingtaine de bases aériennes sur le territoire français. Mais les attentats à l'avion suicide constituent un défi de taille pour les systèmes de défense occidentaux. Le Centre national des opérations aériennes dispose d'intercepteurs positionnés à des endroits stratégiques pouvant intervenir 24 heures sur 24 dans des délais très courts. Grâce à nos avions de chasse qui sont armés et nos hélicoptères qui embarquent des tireurs d'élite, nous avons toute une panoplie de mesures, ce qu'on appelle les mesures actives de sûreté aérienne, à notre disposition et à la disposition de la Haute Autorité de Défense aérienne pour pouvoir parer à toute menace, qu'elle soit éventuelle ou avérée. Nous pouvons aller, cas extrême, jusqu'au tir de semonce ou de destruction sur un appareil qui pourrait être une menace, sur décision du Premier ministre. Et à la moindre alerte, un vol de reconnaissance est déclenché pour identifier et contrôler l'appareil suspect. Jusqu'au 11 septembre 2001, il y avait une permanence
posture permanente de sûreté aérienne dédiée essentiellement à la menace d'avions de chasse et d'avions militaires et pour des avions rapides. Et après le 11 septembre 2001, il y a eu une refonte quasi complète du dispositif, puisqu'on l'a à la fois renforcé et puis on a fait en sorte de pouvoir prendre en compte des menaces rapides et des menaces lentes. Voilà. Donc c'est pour ça que le dispositif a été renforcé en termes de nombre d'appareils dédiés. Et puis après, on a également, en plus des avions de chasse qui étaient dédiés à cette mission, on a également aussi mis des hélicoptères pour remplir cette mission. Située à environ 15 km de l'agglomération lyonnaise, la base 942 est le cœur de la défense aérienne française. Elle s'étend sur une cinquantaine d'hectares sur lesquels sont installés des radars et des systèmes de communication ultra confidentiels. À la différence des bases aériennes accueillant une ou plusieurs flottes d'aéronefs, la base 942 est organisée autour d'un ouvrage enterré à plus de 100 mètres sous terre, comprenant plus de 8 km de galeries. Cet ouvrage est une infrastructure extraordinaire. On est capable de vivre en parfaite autarcie pendant plusieurs jours, car l'ouvrage enterré dispose de ses propres ressources, que ce soit en électricité, en air, en climatisation et en denrées alimentaires. Cet ouvrage enterré est le véritable système de défense de la base. Ici, une centaine de serveurs et plus de 750 postes informatiques. 1350 personnes se relaient jour et nuit. En cas de crise, l'ouvrage enterré dispose de ses propres protections. Protection naturelle, bien sûr, en fonction du site, et protection également de type NRBC qui lui permet de fonctionner de manière totalement autonome pendant plusieurs jours avec plusieurs centaines de personnes qui travaillent à l'intérieur. Compte tenu de la mission hautement opérationnelle du site et de l'ouvrage enterré, la base aérienne dispose de moyens de protection élevés, avec plus d'une centaine de fusiliers commando et maîtres chiens, et également une brigade de gendarmerie de l'air qui est capable d'assurer la sécurité à l'intérieur du site et également à l'extérieur. Nous allons pénétrer dans un site ultra sécurisé au cœur de la défense française. C'est dans ce PC souterrain rarement accessible qu'on surveille l'espace aérien français où chaque jour se croisent 15 000 avions. Vous êtes ici dans la salle de conduite du Centre national des opérations aériennes. Donc c'est un centre de posture permanente de sûreté. Donc nous sommes ici avec une équipe H24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an à surveiller l'espace aérien national et à s'assurer de son intégrité. Nous avons des informations qui peuvent venir des centres de contrôle militaires ou des centres de contrôle civils qui nous appellent pour nous prévenir du comportement anormal ou suspicieux d'un aéronef, d'un avion. Dès que nous avons cette information, nous allons faire décoller soit un avion de chasse, soit un hélicoptère en fonction de la vitesse de l'aéronef incriminé. Et nous allons pouvoir, grâce à cet hélicoptère ou grâce à cet avion de chasse, pouvoir faire une reconnaissance sur l'appareil dont le comportement nous paraît suspect ou anormal. La plupart du temps, nos interventions sont dues à des pertes de contact radio avec des avions de ligne, donc ce que nous appelons un COMLOS, Communication Lost. Nous avons après un deuxième type d'intervention sur des appareils qui sont en vol à vue, basse altitude, et qui pourraient franchir les zones interdites que nous avons au-dessus de certains points sensibles, où nous pouvons faire décoller un avion de chasse ou un hélicoptère pour aller relever les éléments de cet appareil qui est en infraction aux règles de l'air. L'utilisation de drones par des terroristes est une nouvelle menace difficilement détectable. Un risque pris très au sérieux. Il y a une véritable prolifération, une véritable facilité à l'accès de ces drones qui peuvent être utilisés à des fins malveillantes. Et nous, ça nous oblige à nous adapter, à la fois pour prendre en compte cette menace sur l'aspect réglementaire, mais aussi sur l'aspect intervention. Ça peut être des moyens de guet à vue, des moyens au sol, des moyens aériens, des moyens de détection, et puis des moyens d'intervention supplémentaires, comme des moyens de brouillage anti-drone. C'est ce qui s'est fait dans le cadre de la COP21, et c'est ce qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Les unités de la base peuvent détecter et suivre n'importe quel vol civil, commercial ou militaire au-dessus de nous. C'est noir.
Rambert. Rambert, c'est NOA 5. Elle voit en temps réel la situation aérienne sur l'ensemble du territoire national. Bien pris pour la prise en compte de Coton 07, la Golf Alpha 500. Là, actuellement, vous avez l'ensemble des avions qui survolent le territoire. Il y en a à peu près 1000 au moment où je vous parle. Nous allons travailler avec des filtres, c'est-à-dire qu'on ne va pas visualiser l'ensemble des avions, des appareils. On va enlever de la visualisation les avions blancs parce qu'ils sont contrôlés par des centres de contrôle et de détection civile. Et si jamais il y a un souci sur un de ces appareils, on sera tenu informé et on pourra intervenir. Le doute n'est pas permis, donc notre travail, c'est vraiment de lever le doute le plus vite possible. Il ne doit pas y avoir de doute. Pour découvrir ce dispositif, direction Mont-de-Marsan. Avec plus de 3000 personnes en activité sur 615 hectares, la base aérienne 118 est une base hors du commun. 18 000 mouvements aériens par an, soit une cinquantaine de vols par jour. Elle accueille les escadrons de chasse Normandie, Niemen et Lorraine, des unités de combat équipées de Rafale. C'est aussi un centre d'entraînement au combat aérien qui dispose d'un escadron de programmation et d'instruction pour la guerre électronique. Mais une des missions phares dévolue à la base aérienne 118 est la permanence opérationnelle. Un avion de chasse armé doit être prêt à décoller en quelques minutes. Située à l'écart, dans un site ultra protégé, une équipe de 5 mécaniciens et 2 pilotes sont en alerte 24 heures sur 24. Une alerte entraînement est déclenchée par le centre des opérations de Lyon. L'intervention consiste à intercepter un aéronef dans le cadre de la mission de police du ciel. Laurent est l'un des 2 pilotes d'astreinte. Il n'a que quelques minutes pour finir de s'équiper. Le Rafale est prêt à décoller, la rapidité est la clé de la réussite d'une telle intervention. Mais faire décoller un avion supersonique en urgence est un exercice de précision qui demande un entraînement intensif. Ces exercices d'intervention font partie du quotidien des équipages de permanence opérationnelle pendant leur semaine d'alerte. Le Rafale est armé de missiles car à tout moment, il peut être détourné de son exercice pour intervenir sur une menace réelle. Laurent est prêt à intervenir. Pour le moment, il ne connaît pas son objectif. Tour de contrôle de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Les opérateurs indiquent à Laurent le cap à suivre. Une fois en l'air, il reçoit ses instructions. Un opérateur le guide par radio jusqu'à sa cible. Un avion de tourisme survole une zone interdite. L'objectif de la mission est alors de l'identifier et de le détourner sur un aéroport pour le contraindre à atterrir. Tiger 5, the target now 080 degrees, 12 nautical miles, routing 030. 30, speed 150 knots, heading 180. En quelques minutes, le Rafale est sur zone. L'avion cible est piloté par des réservistes de l'armée de l'air qui sont régulièrement sollicités pour tenir le rôle de leurre. Roger for the GR 400, 150 knots, routing 180. La préoccupation de Laurent est alors d'assurer la sécurité de l'appareil qu'il va intercepter. Toute approche brusque peut entraîner une mauvaise réaction du pilote de l'appareil. Le pilote se présente pour une première identification visuelle. Le canal 121.5 est la fréquence d'urgence de l'aviation qui permet la mise en relation des pilotes par radio. CR400 intercepté par un avion de type Rafale sur votre gauche. Pour identification, donnez votre indicatif complet. Oui, allô, Fox, Hôtel Lima Oscar, Hôtel Oscar Lima Oscar, il y a quelqu'un qui m'appelle? Vous venez d'être intercepté par un appareil de la permanence opérationnelle. Oui, je vous ai vu, monsieur, vous nous avez fait peur. Hein. Maintenez vos éléments et conformez-vous à mes instructions. Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur? Vous venez de pénétrer une zone interdite. Papa X-ray. À partir de maintenant, vous vous conformerez à mes instructions. Bien reçu, monsieur. On est stable à 5000 pieds. On est désolé. Hein.
Maintenez vos éléments. Le pilote prend une photo pour identifier l'appareil. Il devra l'envoyer au Centre national des opérations aériennes de Lyon pour valider sa mission. Alex 05 notified to the target that he is diverted to land on Mont-de-Marsan Airfield. Fox Lima Oscar. Vous allez être arraisonné sur le terrain de Mont-de-Marsan. Restez calme et conformez-vous à mes instructions. Exercice terminé, le Rafale retourne à sa permanence. Direction maintenant l'un des 3 centres de détection et de contrôle. Sa mission, identifier l'ensemble des aéronefs qui survolent la région Grand Ouest, guider les appareils de la permanence opérationnelle et enfin, contrôler les missions d'entraînement au combat aérien des escadrons de chasse. Vous êtes ici au cœur de la salle d'opération du centre de détection et de contrôle 04 930 Garonne. Il y a 3 stations fixes en France, 3 CDC, dans lesquelles sont réalisées les missions de défense aérienne et surtout la mission de base de la défense aérienne, c'est-à-dire identification, classification de tous les aéronefs qui survolent la France à l'instant T. Il est hors de question d'avoir un avion qui vole sans qu'on sache qui c'est, pourquoi il est à la position où il est. Le centre de détection et de contrôle utilise notamment un réseau de surveillance, le STRIDA, véritable maillage de radars militaires et civils. La situation aérienne est diffusée en temps réel au Centre national des opérations aériennes sur la base 942 à Lyon. Il fait 4 minutes au cap 310 et il revient droite 350. Ok, ça marche. En plan normal, nous intervenons sur tout le quart sud-ouest de la France, c'est-à-dire une ligne qui irait sensiblement de Nantes jusqu'au nord du Massif central et qui redescend sur Perpignan. Près de 120 personnes accomplissent au CDC ces missions permanentes de défense aérienne. Ils contrôlent au radar des avions militaires pendant les phases de navigation et de ravitaillement en vol. 05, discrète procédure. C'est parfait. Ils font droite 080 pendant 30 secondes. Ils assistent également les aéronefs civils ou militaires en difficulté. Ouais, c'est impossible. Flight level 340. Skip it, ça marche pas ça. We expect. Mais leur principale mission, c'est l'identification et la surveillance d'appareils suspects dans la profusion d'avions qui survolent la France. Le trafic aérien mondial est passé de quelques millions de passagers en 1950 à 3,3 milliards de nos jours, 6 milliards d'ici 2030. Chaque jour, plus de 15 000 avions survolent la France. La détection et la surveillance sont très délicats. Sur les écrans radars, chaque avion détecté est représenté par un symbole que les contrôleurs appellent piste et qui leur donne accès à toutes les informations de vol. Je travaille avec seulement les pistes qui n'ont pas de plan de vol civil accroché. Et donc là, mon rôle, c'est de chercher de qui il s'agit. Malgré tout, il y a toujours des pistes avec plan de vol que je visualise parce qu'elles ont des caractéristiques qui m'intéressent. Donc là, c'est le cas pour, par exemple, les pistes qui vont voler entre le sol et 6000 pieds. Même s'il y a un plan de vol accroché à la piste, on les visualise pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénétration de zone interdite. Retour dans le PC sécurisé de la base 942 à Lyon. Lorsqu'un événement anormal se produit en Europe, les centres de contrôle sont automatiquement mis en alerte. Le 4 avril 2016, 2 bombardiers supersoniques russes approchent l'espace aérien européen par le nord de la Norvège. Le centre des opérations aériennes de UDEM, qui gère la partie nord-otanienne de l'Europe, nous a prévenu dès le nord de la Norvège que des bombardiers russes étaient en train de passer le nord de la Norvège, route vers le sud-ouest. Nous avons vu l'interception de ces bombardiers russes par des chasseurs norvégiens, puis par des chasseurs britanniques. Nous avions mis nos chasseurs en alerte dans l'hypothèse où ces bombardiers russes viendraient jusqu'à proximité de nos côtes ou de notre espace aérien national. Et effectivement, dès que nous avons vu les appareils russes arriver sud-ouest de l'Irlande, nous avons fait décoller nos chasseurs pour pouvoir aller les intercepter et les escorter lors de leur trajet pour essayer d'éviter qu'ils rentrent dans notre espace aérien national. À 13h57, les 2 rafales de la permanence opérationnelle les prennent en chasse pour les intercepter à moins de 100 km des côtes françaises.
Ces impressionnants bombardiers russes Tu-160 Blackjack sont les plus gros avions supersoniques du monde. Ils peuvent dépasser Mach 2 et franchir plus de 12 000 km. Conçus pour des frappes longue distance et pour transporter l'arme nucléaire, ils peuvent accueillir dans leur soute jusqu'à 24 missiles de croisière. Les Rafales envoyées sur l'objectif n'ont pas le plein de carburant afin d'être les plus légers. Il y avait un appareil de ravitaillement en vol qui était en l'air au-dessus du territoire. Donc nous avons pris ce ravitailleur en vol à notre compte. Nous l'avons amené dans une zone où il nous permettait de ravitailler nos chasseurs, ce qui nous permettait d'augmenter notre présence auprès des bombardiers russes sans qu'il y ait de rupture, donc pouvoir les accompagner le plus longtemps possible au large de nos côtes. 2 Rafales de la permanence opérationnelle de Mont-de-Marsan prennent le relais à 14h33. Nous avons fait aussi décoller 2 autres chasseurs à la suite des 2 premiers décollages que nous avions eus pour pouvoir faire une relève et assurer cette continuité dans l'interception et dans l'accompagnement de ces bombardiers russes. Les bombardiers russes ne sont jamais rentrés dans notre espace aérien. Néanmoins, les risques de dérapage existent. Le 24 novembre 2015, 2 chasseurs turcs ont détruit un avion russe à la frontière turco-syrienne. Avec notre système de surveillance de l'espace aérien national et puis la collaboration qu'on a avec tous les pays limitrophes, c'est quand même très très difficile d'avoir des gens qui rentrent dans l'espace français en venant de l'extérieur sans être identifiés et puis catégorisés. Voilà. Ça, c'est très très difficile. Les missions s'enchaînent de jour comme de nuit, reconnaissance, vol d'essai, formation. La base vite au rythme des décollages. Les mécaniciens sont omniprésents. Tous ont un seul objectif, que leurs avions soient opérationnels 24 heures sur 24. À l'écart des regards et sous haute surveillance, les Rafales de la permanence opérationnelle sont en attente, armés, prêts à décoller. Laurent est capitaine dans l'armée de l'air. Régulièrement, il part en opération extérieure. Vous ne verrez donc pas son visage. Ce soir, c'est le pilote numéro 1 d'astreinte. En venant à la permanence opérationnelle au cours d'une semaine, on a cette pointe d'adrénaline qui donne un petit peu tout le piquant de cette mission-là, à savoir décoller pour une mission que l'on ne connaît pas à l'avance. Est-ce que ça va être une assistance? Est-ce que ça va être un arraisonnement? Est-ce que ça va être un avion plus dangereux? On ne connaît juste que la nature du déclenchement, qui peut être soit un type d'entraînement, un practice, ou une mission type live ou une mission type hot, qui sont classifiées. Par tranche de 6 heures, Laurent va devoir rester équipé, prêt à décoller. L'alerte peut être donnée à tout moment, de jour comme de nuit. On part en vol sans réellement savoir ce qui nous attend. Et c'est justement dès le premier contact radio, quelques minutes après le décollage, on apprend le type d'avion, sa position et les premières mesures qui vont nous être demandées. Et ensuite, c'est au coup par coup, on réalise les mesures qui nous sont ordonnées. Les avions de la permanence opérationnelle sont tous armés dans une configuration RR, équipée de Mica et de canons également. Le Rafale, fer de lance de l'industrie aéronautique française, est inspecté par son pilote et son chef mécanicien à chaque prise de quart. Ok. Le fait de voler sur un avion comme le Rafale est une aventure extraordinaire. C'est exaltant au quotidien. C'est un avion extrêmement performant à tout point de vue. Imaginez-vous dans un cockpit d'un mètre cube à la pointe de plus de 20 tonnes de ferraille avec 2 énormes moteurs qui vous propulsent. Vous avez des sensations extraordinaires, du décollage à l'atterrissage.
La puissance dans les configurations de la permanence opérationnelle, pour avoir des délais d'intervention et de déplacement très courts, permettent à l'avion d'être supersonique et de décoller à haute performance. Du lâcher des freins jusqu'à l'interception de l'avion au-dessus de l'altitude des avions de ligne, eh bien on peut y être en à peine quelques minutes, ce qui est une performance ahurissante. Et ça, c'est de grosses sensations. Pour sa mission de police aérienne, le Rafale dispose de 2 atouts majeurs, aérodynamisme et manœuvrabilité. La première est assurée par la conception même du Rafale, dont les courbes épurées réduisent la prise au vent. La seconde est garantie par les commandes de vols électriques qui permettent au pilote de récupérer rapidement une situation stable et sous contrôle, quelle que soit sa vitesse. C'est un avion performant par sa polyvalence. Il est le seul chasseur au monde capable de porter 1,5 fois sa propre masse. Son électronique embarquée diagnostique et simplifie sa maintenance. On a la capacité de remettre un moteur totalement en état, c'est-à-dire de changer toutes les pièces dessus, de le démonter entièrement et de le remonter entièrement. Pour maintenir des avions en état de vol 7 jours sur 7, l'essentiel de la maintenance doit pouvoir se faire au cœur même de la base aérienne. À Mont-de-Marsan, elle est confiée à l'ESTA, l'escadron de soutien technique aérien, en charge de l'entretien de cette Formule 1 du ciel. Le changement d'un réacteur M88 peut être réalisé en 1 heure à seulement 3 mécaniciens. C'est un moteur qui va développer 7,5 tonnes de poussée, en équivalent, on est presque à 47 000 chevaux par moteur, donc multiplié par 2. Ça donne quand même derrière une puissance phénoménale pour réaliser toutes les missions. Toujours en exercice, Laurent a été déclenché pour un appareil en perdition au-dessus de la couche de nuages. DR400, Fox Hotel Oscar Lima Oscar. Est-ce que quelqu'un m'entend sur 121.5 s'il vous plaît? Fox Hotel Oscar Lima Oscar Marsan approche, je vous reçois fort et clair monsieur. On a décollé de Biarritz en direction de Mende. On a eu des problèmes météo, on est passé au-dessus de la couche et on a l'iPad qui s'est bloqué, on n'a plus la navigation. On est complètement perdu dans le sens où on ne sait pas trop où on va pouvoir descendre. J'ai l'impression que la météo est pas bonne. Reçu Palombe 15, je vais vous fournir une assistance. Vous restez maître de la conduite de votre aéronef. Exo 5, Martin Poch. React 05, go ahead. Exo 5, Fashion 1, GR 400, need assistance. To target. 5, ready to copy. Details. Roger, Exo 5, the aircraft is cooking 6006. React 05, request. Range to proceed. 121. Toujours là, on continue toujours au Cap Sud. Affirme, un avion de la permanence opérationnelle va vous rassembler. Je vous remercie. Fox Hotel Oscar Lima Oscar. Me recevez-vous? Fox Hotel Oscar Lima Oscar. Oui, bonjour monsieur, je vous reçois 5-5. Vous allez être intercepté pour vous assister par un Rafale qui arrivera sur votre gauche. Oui, monsieur, merci. On est à 5000 pieds, on est a priori au Cap Sud, mais on n'est pas très sûr. Je confirme bien, vous êtes au Cap Sud et je vais vous assister pour vous amener jusqu'à l'atterrissage. Vous allez vous conformer à mes ordres, mes top virages gauche et droite, et je vous guiderai jusqu'à la piste. Nouvel exercice pour le pilote. Ramener l'appareil de la SARA à l'aéroport le plus proche à travers la couche nuageuse. Ce scénario est très réaliste. La perte des instruments de navigation pour un avion de loisir peut avoir des conséquences catastrophiques, surtout par mauvais temps. Fox Lima Oscar. Vous pouvez débuter un virage par la droite au cap opposé.
On débute un virage par la droite au cap opposé sur Lima. Et nous descendrons ensuite en vue du sol vers le terrain de Mont-de-Marsan. Je vous présenterai verticale de la piste de Mont-de-Marsan. Marsan approach React 05. Request priority to land for Fox Hotel Oscar Lima Oscar with the radio navigation failure. We will proceed to ship. Avec 05 Marsan approach, good copy. À l'issue de votre présentation verticale, si nous ne parvenons pas à se joindre par radio à l'atterrissage, si vous voyez mon train sortir, cela signifie que vous êtes bien autorisé à l'atterrissage sur la piste de Mont-de-Marsan. Vous descendez à 3000 pieds, 1023 affichés. 3000 pieds, je vois la piste, oui, tout à fait. Vous êtes autorisé à l'atterrissage sur la piste 27 dans vos 11 heures. Autorisé à l'atterrissage sur la piste 27 à mes 11 heures. Merci beaucoup, monsieur. Palombe, Rayac, approche, fin d'exercice. Ces missions sont régulièrement déclenchées pendant les semaines de permanence opérationnelle dans toutes les bases aériennes. Elles permettent aux pilotes de se familiariser avec les différents scénarios auxquels ils pourraient être confrontés sur le terrain. Laurent finit son astreinte. Dans 3 jours, il partira directement en opération extérieure à la fin de sa permanence pour une destination tenue secrète. Aéroport de Marseille, base de la sécurité civile. Nous allons rencontrer Jean-Marc Matteo. Ancien pilote dans l'armée de l'air, son expérience de pilote de chasse lui a permis d'intégrer ces pompiers du ciel, prêts à intervenir à tout moment. Comme ici aux portes de Marseille, où un incendie est attisé par des vents violents. Plus d'une centaine de marins-pompiers luttent déjà contre le feu et attendent les Canadair avec impatience. Les largages se font à une trentaine de mètres du sol. En quelques secondes, l'avion perd 6 tonnes d'eau. Le pilotage de ces avions est très risqué. Le recrutement très sélectif s'effectue essentiellement chez les pilotes de chasse de l'armée de l'air ou de l'aéronavale. Jean-Marc Matteo, j'étais capitaine pilote de chasse dans l'armée de l'air et ma dernière affectation était sur un Mirage 2000 RDI sur la base d'Orange en défense aérienne. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est la taille du bureau qui a changé. Je suis toujours dans le ciel, on fait de la surveillance, mais ce coup-ci, de la surveillance de feux de forêt. Donc on regarde d'en haut vers en bas. Mon parcours au niveau de la permanence opérationnelle a débuté dans les années 90 sur la base de Reims, qui à l'époque était équipée de Mirage F1C, donc défense aérienne. C'est dans les années 60 qu'est née en France la posture permanente de sûreté aérienne, avec un fonctionnement H24 et des chasseurs armés prêts à décoller. Oh my God! Après les événements du 11 septembre, les procédures d'intervention ont été modifiées. Pour Jean-Marc, l'ennemi prenait un autre visage. La grosse différence avant et après 2001, c'était que dans les années 90, on décollait essentiellement sur des avions militaires, alors qu'après 2001, on décollait essentiellement sur des avions civils, avec des décollages en ce qu'on appelait en live, donc avec potentiellement quelque chose au bout, et c'était assez récurrent. Quand on va sur un avion militaire, on sait un petit peu à quoi s'attendre. La personne qui est en face, c'est un pilote de chasse aussi. Et il a une mission qu'il essaie d'effectuer, essentiellement de la reconnaissance pour les pays du bloc de l'Est. Après, sur un avion civil, on va se retrouver dans une configuration où il y a des personnes, il y a des passagers. L'interception se déroulait de jour ou de nuit. On essayait toujours d'arriver hors de portée visuelle de cet avion, même s'il ne regardait pas dehors. On se plaçait à 1000 mètres derrière lui, puis on décrivait les mouvements de l'appareil, quitte à le suivre jusqu'à l'atterrissage ou en procédure d'arrivée. À partir de là, cet avion, s'il devait décrire une trajectoire aberrante ou une trajectoire différente de ce qui était prévu, on le reportait très rapidement
par la radio, et à partir de là, ça a monté à la HADA, voire au Premier ministre, et à partir de là, une décision devait nous arriver pour savoir quelle était la procédure à appliquer dans ces cas-là. La solution ultime, elle était potentiellement possible, mais encore une fois, on n'aura appliqué que ce qu'on nous a demandé de faire. Et à partir de là, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il y a une mission, on est là pour être les yeux de la HADA, on explique de manière orale ce qu'on voit. À partir de là, si l'avion vraiment devait faire quelque chose qui était aberrant, à ce moment-là, bien évidemment, on serait amené, nous, peut-être aussi à faire quelque chose d'ultime pour éviter des problèmes. Heureusement, les pilotes de permanence opérationnelle n'ont jamais reçu cet ordre ultime. Notre ciel est particulièrement bien surveillé, mais le risque est toujours présent. Banlieue parisienne. Patrick Lecomte est un ancien commandant de bord transatlantique. Aujourd'hui, il est instructeur pilote de loisirs dans un aéroclub. J'étais commandant de bord sur Boeing 767. Au cours de cette activité, j'ai eu l'occasion, dans des vols de retour de vol transatlantique, d'être intercepté. Et en rentrant dans l'espace aérien français, eh bien, le centre de contrôle régional m'a demandé si je voulais servir d'exercice. Et donc, j'ai accepté, bien entendu. Et quelques minutes après, j'ai eu l'occasion, sur ce premier vol, donc, de voir apparaître sur nos écrans, sur un instrument qu'on appelle un TICAS, de voir apparaître un petit point. Et ce petit point est venu confondu avec l'avion, mais je ne voyais rien, je ne savais pas où il était précisément. Régulièrement, les pilotes de la permanence opérationnelle sont déclenchés pour un vol d'entraînement sur des avions long courrier. Une mission qui les prépare à aborder discrètement tout avion susceptible d'être intercepté. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, j'ai eu l'occasion d'avoir la même expérience. Et là, cette fois-là, je suis rentré en contact directement avec le pilote de chasse sur une fréquence internationale, fréquence qui est parfaitement connue et tout ça. Cet avion qui est venu à notre hauteur et nous a fait un coucou, a battu des ailes et tout ça. Et au préalable, bien sûr, j'avais prévenu mes passagers. Pour éviter toute panique des passagers à bord d'un avion de ligne, l'entraînement a souvent lieu lors des vols d'un avion de transport stratégique de l'armée de l'air. Bravo, si vous me recevez, battez les plombs. L'intercepteur va se mettre à une certaine position, à droite ou à gauche, et va agir soit en battant des ailes, soit éteignant, si c'est de nuit, il va éteindre ses feux ou les allumer. Donc on a une codification précise pour dire je vous intercepte, je vous oblige à me suivre, ou vous êtes intercepté, je vous identifie. Enfin, il y a tout un code précis que nous connaissons et que nous pratiquons d'ailleurs régulièrement au simulateur, parce que ça fait partie du savoir d'un pilote de ligne. Le 24 mars 2015, un Airbus A320 de la Germanwings s'écrase dans les Alpes de Haute-Provence avec 150 personnes à son bord. Le copilote seul dans la cabine a volontairement précipité l'appareil sur la montagne. À partir du moment où le centre de contrôle civil, le centre en route de contrôle civil, a vu que l'appareil amorçait une descente qui n'était pas prévue au plan de vol, qui était anormale, qu'il n'y avait plus de contact radio avec l'appareil, le centre de contrôle civil nous a prévenus immédiatement ou quasi immédiatement, comme il le fait pour chaque appareil dès qu'il y a un comportement qui sort de sa trajectoire normale ou de son comportement normal. Nous avons fait décoller notre avion de chasse pour aller faire une reconnaissance sur ce comportement. Les centres de détection civile ont rapidement signalé le changement de trajectoire de l'Airbus au contrôleur aérien militaire. Dès qu'il y a un risque potentiel d'accident ou d'incident aérien, le centre de contrôle civil ou le centre de contrôle militaire préviennent en parallèle le Centre national des opérations aériennes et le CCS, Centre de coordination et de sauvetage, pour que le dit CCS soit à même d'anticiper une éventuelle opération de recherche ou de sauvetage sur le territoire ou sur les eaux nationales. Tout comme les missions de surveillance, les missions de recherche et de sauvetage sont dévolues à l'armée de l'air. Ces militaires sont en permanence prêts à déclencher une opération de secours. Le CCS est le centre de coordination de sauvetage, basé sur la base de Lyon-Montverdun.
Sa mission est le secours aéronautique, c'est-à-dire la recherche des aéronefs en détresse et la mise en sécurité de ses passagers. Le Centre de coordination de sauvetage a pour mission de recueillir les premières informations pour organiser les recherches et les secours. Bloqué à l'extérieur du poste de pilotage, l'équipage du vol de la Germanwings n'a pas pu émettre d'appel de détresse. Les contrôleurs aériens ont détecté une anomalie dans la trajectoire. La particularité de cet événement dramatique, c'est que l'alerte nous est arrivée alors que l'avion était encore en vol. Donc à partir du moment où on a reçu l'alerte, les opérateurs en salle ont regardé la trajectoire puisqu'on se renseigne sur le type d'alerte, sur l'événement. Et donc ils ont estimé, c'est-à-dire qu'ils ont extrapolé, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la trajectoire puisque la trajectoire était rectiligne et ainsi on a pu estimer le point d'impact. Les opérateurs en salle ont demandé à l'hélicoptère de gendarmerie du secteur de déclencher et donc l'hélicoptère pour aller repérer l'accident a décollé alors que l'accident n'était pas encore arrivé. Et donc ça fait que la phase de recherche a été énormément réduite. Le site du crash n'est pas accessible par la route, les secours ne peuvent s'y rendre qu'à pied ou en hélicoptère. Comme il y avait beaucoup d'hélicoptères, on avait besoin d'un moyen aérien au-dessus du dispositif, donc on a demandé à un ravitailleur en vol d'être au-dessus de la zone et de nous faire un relais radio. Parce que nous, à notre niveau, nous choisissons et nous employons tous les moyens aériens. Et nous devons mettre en place une procédure afin d'éviter le suraccident. Il faut bien sûr éviter que les hélicoptères se percutent. La nature très escarpée du terrain rend difficile l'intervention des secours et des enquêteurs. Des moyens aériens importants sont mis en œuvre pour assurer les communications entre les différents hélicoptères de la gendarmerie, de la sécurité civile et de l'armée. En plus, le CNOA, lui, va mettre en place une zone d'interdiction temporaire. Donc il va mettre un dispositif de surveillance pour éviter que d'autres aéronefs, d'autres appareils rentrent dans le secteur et viennent couper les trajectoires de nos avions. C'est pour ça qu'on a l'hélicoptère d'alerte à Orange qui lui va venir et va donc va sécuriser cette zone. C'est pour ça qu'on travaille en lien directement avec le CNOA. Les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les équipes médicales devaient compter sur le soutien de l'armée de l'air. Capitaine au CCS, Jean-Marc a été détaché sur place pour assurer la coordination des moyens aériens. J'étais un peu le contact entre la préfecture, l'armée de l'air et tout le trafic aérien. Il fallait que je sois au courant de tout ce qui se passait. Il y avait surtout les gendarmes, parce qu'à partir du moment où on a appris la cause de l'accident, c'était une scène de crime. Donc il y avait interdiction, même pour les hélicoptères, les autres hélicoptères, d'aller sur les lieux. Il y avait une ambiance très tendue là-bas. Moi, je voyais les gendarmes qui partaient le matin. C'était des images très dures. On savait ce que ces gendarmes allaient voir sur le terrain. Et j'en ai un souvenir très touchant de ce moment. Qu'ils soient de loisirs ou de ligne, tous les avions sont équipés de balises de détresse qui se déclenchent au choc. Elles émettent alors un signal repéré par tous les organismes de surveillance. Centre de recherche et de sauvetage de Lyon-Montverdun. Je vous appelle donc par rapport à la réception de la balise de détresse de 406. Il semblerait que là, on ne reçoive plus rien d'après SARSAT. La balise a dû être arrêtée. Il s'agit donc d'un tigre. D'accord, donc vous me confirmez que c'est bien le Fox Mike Bravo Juliette uniforme. Les opérateurs s'assurent d'abord qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte avant de déclencher une opération de sauvetage. On a d'abord un travail d'enquêteur, puisqu'il faut savoir le nombre de personnes à bord, qui sont ces personnes, quels sont les moyens qu'ils ont emportés, donc téléphone portable, valise de détresse, terrain de départ, terrain d'arrivée, où est-ce qu'ils sont allés voler. Donc il faut avoir différents éléments concrets pour ensuite pouvoir faire cette phase de recherche, pour ensuite, quand on les aura trouvés, assurer cette phase de sauvetage. Chaque année, le Centre de coordination et de sauvetage gère environ 2500 événements, déclenchement de balises, retard sur les plans de vol, perte de contact radio, pour seulement une soixantaine d'opérations de secours réelles. Pour y parvenir, le centre dispose de moyens humains et aériens qui interviennent sur terre comme en mer avec un numéro d'appel d'urgence aéronautique, le 191. On a une zone de responsabilité qui est la France et les secteurs maritimes, avec une particularité, c'est que lorsque c'est sûr, que nous sommes sûrs que le crash est en mer, à ce moment-là, nous appelons nos collègues marins, donc la Marine nationale, et nous transmettons l'alerte et les zones de recherche, nous les transmettons aux marins, et ce sont les marins qui vont faire les recherches en mer. Pour le terrestre, l'opération reste à notre main. Nous, on choisit, on emploie les moyens aériens, et en même temps, en parallèle,
on va appeler une ou plusieurs préfectures et on va demander au préfet, puisque le préfet est responsable dans son département, et c'est le préfet qui va gérer et coordonner tous les secours terrestres. Nous, on gère les secours aériens et le préfet gère les secours terrestres. Orange, la base 115 abrite plus de 1500 personnes, dont une soixantaine en alerte opérationnelle. Pour sa mission de surveillance, elle est équipée de Mirage 2000 de l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France. Le sud-est de la France est l'une des régions qui comporte le plus de zones réglementées. Les sites à risque, dont le survol est interdit, sont multiples. Centrales nucléaires, sites industriels à risque Céveso et sites militaires. La vallée du Rhône a quelques sites particuliers, comme des centrales nucléaires qu'il convient de surveiller et de protéger. Donc le dispositif français permet de détecter toute intrusion dans ces zones qui ont été interdites de survol, voire d'intercepter ou arraisonner, empêcher de pénétrer tout aéronef qui aurait l'intention de commettre des actes de malveillance vis-à-vis de ces sites. Tout juste rentré d'opération extérieure, Wilfried reprend une astreinte de 7 jours à la permanence opérationnelle. Le Mirage 2000, tel que vous le voyez ici, un avion d'ancienne génération par rapport au Rafale. Mais c'est un avion qui a été fait pour faire de l'interception justement à la base. Ce qui fait qu'on a des procédures pour le départ qui sont simplifiées. Il a vraiment été créé pour ça. Ces appareils d'ancienne génération sont toujours en service, aussi bien en opération extérieure qu'en police du ciel. Initialement composé uniquement d'avions de chasse, le dispositif a été complété par des hélicoptères Fennec équipés de tireurs d'élite. Ils sont en alerte permanente pour intercepter les aéronefs plus lents, comme les avions de tourisme, ou les ULM qui sont susceptibles de survoler des sites sensibles. Grâce à des lunettes à vision nocturne et une caméra thermique, les pilotes peuvent intervenir de jour comme de nuit. Une alerte est déclenchée. Le commandant de bord transporte avec lui les documents qui contiennent les codes d'identification confidentiels en cas de tir de destruction. L'équipe d'alerte est constituée de 4 personnes, dont un binôme de tireurs d'élite. Contrairement aux chasseurs, le travail à bord de l'hélicoptère se fait en équipe. L'hélicoptère est moins rapide qu'un avion de chasse. Certaines interceptions sont déclenchées avec des mirages et relayées par des hélicoptères qui peuvent rester sur site plus longtemps. Alors la PO hélicoptère, elle vient en complément de la PO 2000. Donc avec la même mission, intercepter sur ordre un aéronef qui a été détecté par les radars militaires. Donc on a comme mission d'intervenir sur tout ce qui est qualifié de plastron lent, c'est-à-dire qui vole en dessous de 200 km/h. Vous allez exécuter des mesures actives de sûreté aérienne sur un objectif classifié suspect, relèvement 315 degrés, 12 nautiques. Dans l'aéronef, 4 personnes, 2 pilotes, un commandant de bord, un pilote et 2 tireurs d'élite. Donc le commandant de bord, lui, gère la mission de manière générale. Le pilote, qui est situé en place droite, lui, s'assure de la trajectoire de l'hélico et fait tout pour faciliter et le travail du commandant de bord et celui des tireurs d'élite. L'avion cible est une équipe SARA de réservistes de l'armée de l'air. La mission du jour, arraisonner un avion de tourisme qui survole une zone interdite. On va mettre un TR400, il vient maintenant par la droite et remonte. Il se dirige vers un Cap Nord pour l'instant, toujours en virage. On est en place derrière lui, distance 157.
Comme pour les avions de chasse, les exercices sont régulièrement déclenchés dans des conditions les plus réalistes possibles pour entraîner les pilotes et les tireurs. Le tireur d'élite photographie l'appareil pour fixer la preuve de son infraction et relever son immatriculation. L'aéronef est immatriculé Fox Golf Kilo, Québec, Yankee, 3 personnes à bord. Copier, immatriculation Fox Golf Kilo, Québec, Yankee. La difficulté, en fait, c'est de se rapprocher d'un aéronef qui, dans un premier temps, n'est pas au courant qu'on arrive. Donc on se rapproche d'un aéronef qui n'a en plus pas l'habitude d'effectuer du vol en formation. Nous, dans le cadre de notre entraînement, nous réalisons régulièrement des vols en formation, donc c'est pas un problème. Pour lui, ça peut l'être. Donc on doit être très très méfiant lorsqu'on se rapproche de l'aéronef, et tant qu'on n'est pas rentré en contact avec lui, on reste sur nos gardes pour éviter tout simplement de rentrer en collision avec lui. On passe à une procédure d'interrogation radio et on maintient 123. Aéronef blanc immatriculé Fox Golf Kilo, Québec, Yankee. Au nord-ouest du terrain d'Orange pour 2 nautiques cap nord 2000 pieds, vous avez été intercepté par un hélicoptère de la police du ciel. Pour identification, veuillez donner votre provenance et votre destination. Oui, Fox Golf Kilo, Québec, Yankee. Eh bien, provenance Avignon et destination Clermont-Ferrand. J'ai copié Avignon pour Clermont-Ferrand. Super 12. J'ai l'aéronef qui fait l'objet d'une mesure d'aéronnement sur le terrain d'Orange. On va crescendo dans les actions qu'on va mener. On va procéder à différentes mesures qui vont être dans un premier temps de contraindre l'itinéraire de l'aéronef. Si celui-ci ne répond pas, on pourra procéder à un tir de semonce pour lui préciser que nos demandes sont réelles et fondées en lui demandant de quitter la zone. Et donc en dernier recours, si l'aéronef n'obtempère toujours pas, sur ordre des autorités militaires, on procédera à la destruction de l'aéronef avec un tir effectué par le tireur d'élite depuis l'hélicoptère sur l'aéronef en question. Les tireurs d'élite sont sélectionnés parmi les meilleurs éléments des fusiliers commandos. Leur formation de tireurs embarqués leur permet d'appréhender les difficultés liées à la vitesse et au déplacement de la cible. En cas de poursuite, la fenêtre de tir n'est que de 1 à 2 secondes. Le premier armement, ici un fusil à pompe, calibre 12. Ce fusil à pompe, donc son rôle principal, c'est pour effectuer un tir de semonce, donc un tir non létal. Donc c'est très important. Donc cette arme est munie d'un viseur holographique et d'un récupérateur d'étui. La deuxième arme, donc ici vous avez un fusil HK417, lui-même muni d'un viseur holographique, d'un pointeur laser et d'un récupérateur d'étui. Donc bien sûr cette arme, comme vous pouvez le penser, une arme qui est destinée à la destruction de la cible. En phase de tir, le chef d'équipe a le rôle, on va dire, le plus important, puisqu'il va gérer donc toute la communication entre devant et derrière, entre les pilotes et l'équipe TE. L'ordre de tir, il est donné par commande bord, directement au chef d'équipe, qui va le répercuter à son tireur par un geste. Le tireur, la seule chose qu'il va être amené à faire, c'est le retrait de sa sûreté et l'action sur la détente. Tout le reste, c'est le chef d'équipe qui le fait. Le chargement de l'arme, le réapprovisionnement de l'arme. Le tireur, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est se focaliser sur sa cible et attendre les ordres de son chef. Les principales missions des escadrons d'hélicoptères MASA sont répression, protection, mais aussi secours aux aéronefs en difficulté. On ne décolle pas forcément pour quelqu'un qui a commis une infraction aux règles de l'air. On peut également décoller pour quelqu'un qui a besoin d'assistance, qui l'a soit émis, soit en fait au travers de sa trajectoire, on comprend qu'il a un problème. Ça peut être un problème d'instrument ou un malaise en vol de la part d'un membre d'équipage. Et à ce moment-là, ces gens-là peuvent émettre le souhait d'être assistés.
et on déclenche pour aller les accompagner et résoudre leurs problèmes. L'appareil en détresse est escorté sur le tarmac. Une équipe de secours prend le relais pour l'assister. Fin de l'exercice pour l'hélicoptère. À 7000 km de Paris, le centre spatial guyanais installé à Kourou est devenu le principal pas de tir pour fusées dans le monde. Car outre Ariane 5, ce sont maintenant les Russes qui font partir leurs engins spatiaux de la base française. On ne plaisante pas avec la sécurité du site, notamment lors des phases de lancement. J-2 pour le vol 230 d'Ariane 5. Le lancement de fusées depuis le site de Kourou en Guyane revêt évidemment un caractère stratégique, en particulier dans le domaine économique, pour la France, même pour l'Europe. C'est pour cette raison que nous mettons en place un dispositif particulier de sûreté aérienne à l'occasion de chaque tir pour le protéger de toute menace aérienne. Ce sont des millions d'euros qui sont en jeu. Le site de lancement de Kourou offre à l'Europe une totale autonomie d'accès à l'espace, notamment pour les satellites les plus lourds. C'est un marché très concurrentiel, les enjeux économiques sont énormes pour l'industrie française. La fusée Ariane 5 s'apprête à mettre en orbite 2 satellites de télécommunications, un américain et un indonésien. Ce lancement est sous haute protection. Dès qu'il y a un dispositif particulier de sûreté aérienne, donc DPSA au niveau de la Guyane pour un tir de fusée, nous assurons d'ici, depuis Lyon, un suivi de la situation en Guyane et la Haute Autorité de Défense Aérienne sur place, dès qu'il y a un événement particulier, va nous prévenir ici pour que nous puissions prévenir le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes que quelque chose de anormal ou de particulier est en train de se passer sur un site protégé par un dispositif particulier. Toutes ces procédures sont connues sous le nom d'opération Titan. 350 militaires de toutes les composantes des forces armées en Guyane vont assurer la protection du lanceur et sécuriser la zone du pas de tir dans un environnement particulièrement éprouvant. 2 hélicoptères Fennec de l'armée de l'air stationnés à Cayenne sont dépêchés sur place avec des tireurs d'élite. Le dispositif Titan a pour vocation de préserver la zone et les abords du pas de tir de toute intrusion. Nous sommes à 48 heures du tir. C'est un moment critique. La fusée est à découvert. Pendant donc ces périodes particulières d'activité du CSG, on active donc le plan Titan, qui a en gros 2 aspects. Un aspect terrestre et une partie aérienne, où là l'armée de l'air est pleinement utilisée. Et donc, pour cela, nous activons un dispositif particulier de sûreté aérienne, pour lequel donc, nous déployons sur le site ici donc, des moyens aériens, 2 hélicoptères Fennec, donc armés de... Détecter, suivre et identifier les objets en orbite, évaluer la menace, soutenir les opérations extérieures, telle est la mission du Cosmos. Le Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux entretient, consolide et renseigne la situation spatiale qui est représentée derrière moi. Chacun des objets est représenté et symbolisé, classifié et identifié afin de produire une situation globale, synthétique et exportable pour les autorités militaires et civiles. 6000 tonnes de débris spatiaux gravitent autour de la Terre, ce qui représente potentiellement une menace pour nos satellites. Au Cosmos, on a 3 rôles majeurs en termes de protection. Le premier est la protection des populations contre les risques et les dangers spatiaux inopinés, comme en particulier les rentrées atmosphériques d'objets présentant des risques en raison en particulier de leur masse. Ensuite, le Cosmos est là pour protéger l'activité militaire à travers la connaissance des capacités spatiales adverses, en ayant pour but de protéger contre le risque de captation du renseignement ou la menace de captation du renseignement. Enfin, le Cosmos est là aussi pour
protéger nos propres moyens spatiaux contre le risque, d'une part, que représentent les débris qui peuvent rentrer en collision avec eux-mêmes, et d'autre part, contre la menace d'écoute des satellites étrangers sur nos propres satellites. Avec ses radars Grave et SATAM, la France fait partie des rares nations capables d'avoir une cartographie spatiale précise. Nous mettons en œuvre au quotidien au Cosmos le système Grave, le grand réseau adapté à la veille spatiale. Ce système a conféré à la France une véritable autonomie stratégique dans la surveillance de l'espace. C'est un système qui est unique en Europe, qui nous a permis de rentrer dans un club très fermé de 3 puissances spatiales qui possèdent cette capacité de veille autonome. Il est complété au quotidien par les radars SATAM qui permettent une trajectographie beaucoup plus fine de chaque objet individuellement en fonction du besoin ponctuel. La vitesse orbitale des débris peut atteindre 25 000 km/h. Les dommages engendrés en cas de collision pourraient donc être considérables, même si la taille du débris est petite. On vient de recevoir un appel du CNES qui en fait a constaté un rapprochement à risque entre un de nos satellites militaires français et un débris. Donc en l'occurrence, c'est le 4 Rocket Body. Immédiatement, des tests sont lancés pour vérifier s'il faut déplacer le satellite militaire de son orbite pour éviter la collision avec le débris. C'est bon. Pareil. Après avoir intégré les données orbitographiques du débris en question dans notre logiciel, nous établissons des prévisions de passage. Le prochain passage se passera ce soir à 22h45. Il est très fréquent que la cellule de crise ait à remonter la nuit pour ce genre de manœuvre. Le but est d'avoir le plus de détection possible en un minimum de temps pour les communiquer au CNES. Et le CNES va devoir prendre la décision qui s'impose. Est-ce qu'il va falloir manœuvrer le satellite ou ne pas le manœuvrer? Nous n'en saurons pas plus. Secret défense. Une collision dans l'espace risque de générer des dizaines de débris, voire des milliers de débris, qui vont pouvoir éventuellement rester pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et lorsque la collision a lieu au-dessus des niveaux d'orbite des satellites opérationnels de la défense, eh bien, ils vont les mettre en danger de collision à leur tour lorsqu'ils vont commencer à perdre de l'altitude. Les Russes, les Américains et les Chinois ont mis en place des systèmes destinés à observer et écouter au plus près les satellites des autres pays. Le télescope rentre dans cette surveillance des satellites en orbite géostationnaire, notamment surveiller nos propres satellites d'intérêt et vérifier si, à côté d'eux, il n'y a pas d'autres objets qui pourraient être une menace. Dans le sens où il pourrait y avoir un débris qui pourrait venir percuter malencontreusement nos satellites, ou bien une menace volontaire avec des satellites, dits butineurs, qui pourraient éventuellement faire, entre guillemets, de la guerre électronique spatiale. Être capable de pouvoir faire de l'interférence, voire même directement détruire le satellite. Les éruptions solaires, ces tempêtes de particules et de rayons envoyés dans l'espace par notre étoile, vont parfois en direction de la Terre et peuvent provoquer des orages magnétiques. Leur arrivée dans notre atmosphère peut provoquer des impacts électriques considérables, des coupures de courant, des perturbations pour l'aviation, des pertes de communication et des dérèglements de nos satellites. La surveillance de l'activité solaire permet de diffuser des alertes sur les prévisions de dysfonctionnement de nos systèmes de transmission. Les impacts de l'activité solaire peuvent venir perturber les communications HF, toutes les fréquences qu'on utilise beaucoup dans le monde de la défense, ou perturber encore les GPS ou même les radars. Les éruptions solaires émises dans notre direction mettent en général 1 à 3 jours à nous parvenir. Une tempête violente ne nous laisserait pas plus de 12 heures entre sa détection et son impact. Toutes les données que nous récoltons ici, sur ce poste, sont des données de sources ouvertes qui nous sont envoyées par des collaborateurs internationaux, tels que les Américains ou les Belges, et nous travaillons également avec les observatoires civils. Donc ces données récoltées, nous les analysons, puis nous les traitons et nous nous en servons pour aider à la décision sur les théâtres d'opération des militaires déployés. Nous ne sommes que quelques opérateurs à pouvoir évaluer les dangers et les menaces liées à l'activité solaire.
Alerte dans l'espace. Le laboratoire spatial chinois Tiangong 1 ne répond plus. Les scientifiques chinois ont perdu le contrôle de leur station spatiale. Et bien que sa mission soit terminée, le module risque de s'écraser sur Terre à un endroit inconnu. La station spatiale chinoise actuelle est du même modèle que Mir, il y a quelques années. Mir est retombée et a provoqué des impacts au sol. La station spatiale chinoise est de la même gamme d'objets en termes de masse. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, les objets sont détruits par les frottements, ils sont fragmentés et les fragments vont se disperser sur de larges zones de territoire qu'il convient de protéger. Le Centre opérationnel de surveillance militaire arme une cellule d'alerte, conduite et suivi espace, dont le métier va être de prévoir les zones potentiellement de rentrée, en particulier pour protéger le territoire national contre tout risque. La chute de Tiangong 1 est inévitable. Et si rien n'est entrepris, des débris de la station spatiale s'écraseront sur la Terre en 2017. On n'a pas beaucoup de contacts, on n'a même pas de contact du tout avec les Chinois. Donc on récupère de l'information dans le monde libre pour essayer de se faire une idée, là aussi de façon la plus autonome possible, des raisons pour lesquelles ils envoient du monde dans un objet qui, aujourd'hui, est considéré comme en perdition. Donc c'est une mission de la dernière chance pour essayer de le récupérer clairement. Avec la miniaturisation des satellites, l'explosion du trafic aérien, l'arrivée d'une multitude de drones, la surveillance aérienne est l'un des enjeux de notre sécurité pour les prochaines décennies.